1916. L'Europe est enlisée dans la Grande Guerre depuis 2 longues années lorsque le commandement allié décide de lancer une première grande offensive conjointe franco-britannique. Une zone du front est choisie, la Somme. Si pour les Français, la mémoire de la guerre s'est focalisée sur la gigantesque confrontation de Verdun, pour les Britanniques, c'est cette bataille de la Somme qui est le symbole des pertes dramatiques subies durant la Première Guerre mondiale. Anglais, Irlandais, Écossais, Canadiens, Africains du Sud, Australiens, Néo-Zélandais et Chinois, alors mal préparés, paieront le prix fort face à une armée allemande alors bien plus aguerrie. Parmi ces soldats, un homme marquera de sa plume la littérature anglaise et les imaginaires du monde entier. Cet homme, c'est John Ronald Reuel Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. On dit souvent que cette expérience du premier conflit mondial lui a inspiré tous ses récits. Mais est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, avec mon équipe, nous sommes partis sur ses traces pour interroger les lieux de son passage dans la Somme, suivre son histoire et ses aventures, afin de vous raconter comment un des plus grands auteurs de fantasy de tous les temps a traversé un des plus grands conflits de tous les temps. Lorsqu'en 1914 la guerre éclate, le jeune John Ronald Reuel Tolkien a 22 ans. Il n'est alors plus un adolescent sans projet d'avenir, mais déjà un jeune adulte dont la voie semble claire. Son amour d'enfance, Edith Bratt, s'est converti au début de l'année au catholicisme pour se fiancer avec lui. Lui-même poursuit ses études de philologie, c'est-à-dire de littérature ancienne et de linguistique, à la prestigieuse université d'Oxford au sein d'Exeter College. Il est sûr de sa vocation académique dans ce domaine, et il écrit déjà en parallèle des poèmes et des récits, et travaille aussi sur des langages de sa création. Tolkien a également de solides amis avec lesquels il a fondé le Tea Club and Barovian Society, ou TCBS. Le déclenchement de la guerre entre les alliés français, anglais et russes d'un côté, et les empires centraux de l'autre, vient heurter tout cela. L'armée anglaise doit partir sur le front français pour épauler son allié contre l'invasion allemande. Bien sûr, étant anglais, Tolkien n'est pas obligé de s'engager. Contrairement à la France, qui décrète la mobilisation générale, l'Angleterre fait plutôt appel au volontariat pour grossir les rangs de sa petite armée. Mais il faut bien se rendre compte du niveau de patriotisme de l'époque. La jeunesse britannique s'engage en masse, donc le choix n'en est pas vraiment un. Certains, trop jeunes pour s'engager, vont même jusqu'à le faire sous une fausse identité. Et si Tolkien est orphelin, tous ses oncles et tantes s'attendent à le voir se porter volontaire comme son petit frère, Hilary Tolkien, qui part tout de suite au 16e régiment du Warwickshire en tant que clairon. Tolkien décide tout de même d'obtenir son diplôme d'Oxford avant de partir, jugeant que c'est trop important pour son avenir. Il suit donc un entraînement d'officier à l'université, en parallèle de ses études. En juin 1915, il réussit ses examens, avec les honneurs. Alors, comme prévu, la guerre le rattrape et il s'engage. Il doit donc rejoindre, en tant que sous-lieutenant, le 11e régiment de fusiliers du Lancashire, et je me trouve justement devant un uniforme d'officier britannique très proche de celui que Tolkien a pu porter pendant la guerre. Toujours passionné de mots et de codes, Tolkien se spécialise dans les transmissions. Son rôle au front en tant qu'officier sera donc d'assurer la bonne communication entre les combattants en première ligne et les officiers d'état-major plus en arrière. En 1916, après presque 1 an d'entraînement en Angleterre et fraîchement marié, il finit par embarquer pour la France. Il va être jeté, comme toute cette jeunesse britannique, dans le broyeur d'une guerre industrielle et totale à laquelle elle n'est en fait pas préparée. Tolkien d'ailleurs, avant même d'avoir goûté au combat, avait pu entrevoir la terrible et inédite épreuve de la guerre des tranchées. Son ami et poète Geoffrey Smith, qui l'a précédé en France, lui parle dans une de ses lettres d'une débauche de mort et de cruauté. Durant ces derniers mois à Oxford, le jeune Tolkien voit y arriver des vagues de blessés et de réfugiés. L'université elle-même s'était mise à ressembler à une installation militaire. Le 1er juillet 1916, alors que Tolkien arrive près d'Amiens et donc du front, un autre de ses amis, Rob Gilson, trouve la mort le premier jour de la bataille de la Somme. Tolkien ne s'attendait pas à survivre. Plus tard, il écrira « Les officiers subalternes étaient tués une 12aine à la minute. Quitter ma femme dans ces conditions, c'était comme la mort. » Alors donc, quand on a connaissance de l'expérience de Tolkien et de la façon dont la guerre est venue chambouler sa vie, il semble à première vue facile de faire des parallèles avec l'intrigue du Seigneur des Anneaux, l'ouvrage le plus célèbre de Tolkien.
La comté, pays paisible, se retrouve dans le roman menacé par les ambitions malfaisantes du Mordor, une puissance loin à l'est. Ces ambitions débouchent sur une grande guerre où les peuples libres jouent leur survie. Et la comté est clairement inspirée par l'Angleterre elle-même. Tolkien ne l'a jamais nié, il a même écrit dans une lettre à son éditeur que la comté a pour modèle l'Angleterre rurale et aucun autre pays au monde. Dans cette logique, certains ont vu dans le Mordor une représentation de l'Allemagne, là où le royaume du Gondor figurerait peut-être la France. Alors, la guerre de l'anneau que Tolkien nous raconte ne serait-elle qu'une allégorie de la Première Guerre mondiale, écrite par un auteur profondément marqué par l'épisode de 14-18 ? Mais n'est-ce pas un peu trop simple ? En fait, des gens qui ont vu l'évocation d'événements contemporains dans l'œuvre de Tolkien, il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Prenons par exemple C.S. Lewis, écrivain et ami proche de Tolkien, que vous connaissez probablement comme le créateur de l'univers de Narnia. Il obtient le manuscrit du Seigneur des Anneaux alors qu'il n'est pas encore publié, et en 1949, il donne l'occasion à son frère, Warren Lewis, de lire ce manuscrit. Et Warren Lewis, il voit plutôt le Rohan comme la France, tandis que le Gondor serait une Allemagne du futur, et le Seigneur sombre Sauron serait Staline. Certains ont en effet cru voir une évocation de la Seconde Guerre mondiale, ou même de la guerre froide sous la plume de Tolkien, allant même jusqu'à faire l'hypothèse que l'anneau serait une métaphore de la bombe atomique. D'autres encore se sont demandé si les figures d'elfes blonds et proches du divin n'auraient pas des relents de racisme. Ou si les hobbits, fumant paisiblement leur herbe à pipe, ne seraient pas une sorte de plaidoyer hippie avant l'heure. En fait, c'est le propre des grandes œuvres littéraires de pouvoir résonner chez les lecteurs, de leur laisser reconnaître leurs propres expériences, leurs propres aspirations, leurs propres références et même leurs propres craintes dans le récit. Toutes ces pseudo-analyses ne sont que la représentation de cela pour l'œuvre de Tolkien. Et puis surtout, l'écrivain lui-même a été très clair sur la question. Dans son avant-propos au Seigneur des Anneaux, Tolkien repousse toutes ses interprétations et affirme franchement que son récit ne comporte aucune signification allégorique ou référence politique contemporaine. Si la soif de pouvoir est bien un thème central de son œuvre, il ne pointe du doigt aucun pays réel. On le sait, Tolkien a surtout envisagé son univers comme une mythologie. Ça, et aussi surtout comme un contexte sophistiqué dans lequel faire vivre ses bien-aimés langages inventés sur lesquels il a travaillé toute sa vie avec passion. Pourtant, dans ce même avant-propos, Tolkien indique clairement qu'il faut avoir connu l'ombre de la guerre pour en ressentir pleinement le caractère oppressant. Et il évoque explicitement l'année 1914. Alors, si Tolkien ne raconte pas 14-18 de façon détournée, peut-être que son expérience de la guerre s'est insinuée dans son œuvre d'une manière plus subtile. Le 1er juillet 1916 marque le début de la bataille de la Somme. Cette offensive, préparée de longue date par le commandement allié, aurait dû arriver plus tôt. Mais le déclenchement de la gigantesque bataille de Verdun en février 1916 a contrarié le plan franco-anglais. Le principe est simple, lancer le nouveau contingent britannique, fraîchement débarqué en France, à l'assaut des positions allemandes de la Somme. L'attaque est prévue sur un front d'une quarantaine de kilomètres de large, en direction de la ville de Bapaume. Ces troupes seront soutenues sur leur flanc par les Français du groupe d'armées du Nord. Les objectifs sont clairs. Soulager la pression sur Verdun en obligeant l'ennemi à porter son attention sur la Somme, infliger le plus de pertes possible à l'armée allemande et s'emparer des villes de Bapaume et Péronne. L'opération est précédée d'une préparation d'artillerie de plusieurs jours. Mais ce 1er juillet, les forces britanniques fraîchement débarquées se frottent aux forces allemandes encore opérationnelles et subissent quasiment 58 000 pertes, dont plus de 19 000 morts. C'est le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée britannique et une véritable catastrophe. Ce jour-là, le bataillon de Tolkien reste en réserve à Warlois, tout près du front. Mais voilà ce dans quoi notre jeune écrivain se retrouve entraîné. L'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Elle va durer jusqu'au 18 novembre de la même année. Tolkien se rapproche du carnage. Le 3 juillet 1916, son bataillon se rend à Bouzincourt, un village à portée des canons de campagne allemands. Il y voit les foules de soldats mutilés être ramenés à l'arrière. Le 14 juillet, c'est au tour de Tolkien d'aller au combat. Sa compagnie participe à une attaque de nuit sur la colline d'Auvillers, à laquelle les Allemands s'accrochent farouchement. Pour le tout jeune officier de transmission, le choc est là. Les téléphones sont couverts de boue et de toute manière, on a le droit de s'en servir qu'en dernier recours, car les Allemands arrivent à se brancher sur le réseau pour intercepter les communications.
C'est la même chose pour les signaux en morse qui sont trop audibles par l'ennemi tout proche. Quant aux fanions et aux lampes, ils attirent le feu des tireurs allemands. La plupart du temps, il faut donc se rabattre sur des messagers, et même des pigeons. Mais tout cela n'est rien à côté de l'expérience émotionnelle et physique du combat. Tolkien est alors confronté à la mort de masse, à une configuration tactique qui consomme impitoyablement les combattants. En effet, les offensives se heurtent systématiquement à des positions de mitrailleuses délivrant un mur de feu d'une létalité extrême. Dans ces conditions, la mort est partout. Les cadavres s'accumulent dans un paysage de désolation absolue recouvert de barbelés, laissant planer une terrible puanteur dans l'air. L'artillerie écrase le paysage crayeux. Dans cette guerre de matériel, le fantassin individuel fait l'expérience d'une impuissance terrible. Le 16 juillet, la garnison allemande d'Auvillers finit par se rendre, mais les Anglais ont payé un prix très élevé pour ce gain. Tolkien se retrouve nommé officier de signaux du bataillon, une lourde responsabilité lui demandant de déployer des stations de signalisation partout où l'unité est envoyée. Et bien sûr, celle-ci doit vite retourner au combat. Le 24 juillet, elle est envoyée près d'Auchonvillers, puis le 7 août dans les tranchées à l'est de Colincan. Tolkien, affecté par le chagrin de la mort de son ami Gilson qu'il a apprise le 17 juillet, se sent solitaire et impuissant. Au moins, du fait de ses responsabilités, il est moins exposé qu'un officier d'infanterie classique devant personnellement mener des assauts. Mais, au plus proche du front, le risque d'être atteint par un bombardement est absolument constant. En fait, contrairement à ce qui a beaucoup été raconté, Tolkien n'a pas vraiment posé les bases de sa mythologie dans les tranchées. Avant même son départ pour la France, il en avait déjà inventé des éléments majeurs. Par exemple, sa version du dieu créateur, Ilúvatar le Père Céleste, ainsi que les divinités que sont les Ainur ou les Valar. Et encore bien d'autres noms connus de ses lecteurs comme Valinor ou Eldamar, les Eldar et les Noldoli. Lui-même a démenti cette légende de l'écriture de guerre bien plus tard, qualifiant l'éventualité de pouvoir écrire dans de telles conditions de blague. Pourtant, son esprit reste même au front celui d'un créatif. Et il a peut-être pu griffonner en vitesse, ça et là, de nouveaux mots ou de nouveaux noms. De son propre aveu, il n'était pas parfaitement concentré sur son travail d'officier. Le 24 août 1916, notre jeune écrivain est de nouveau déployé avec son bataillon. D'abord dans les tranchées du bois de Thiepval, où je me trouve actuellement, et puis dans celles à l'est du saillant Leipzig, toutes pleines de cadavres. Les soldats y sont sous le feu des canons allemands et sous une pluie persistante qui transforme le sol en un magma boueux qui colle partout. Puis, après presque 2 mois de combat, Tolkien obtient enfin un peu de répit. Il est envoyé à l'instruction à l'arrière, à Frankville, pendant quelques semaines. Mais ce n'est que le prélude à une nouvelle épreuve terrible, car son bataillon est de nouveau déployé à Thiepval le 27 septembre. C'est que le jour précédent, la bataille dite de la crête de Thiepval a commencé. Il s'agit d'une offensive dirigée par les Britanniques et les Canadiens contre cette hauteur lourdement fortifiée par les Allemands et qui domine la zone. Les Britanniques s'y cassent les dents depuis le tout début de la bataille de la Somme, en juillet. En particulier, la redoute des Souables, une forte position allemande surplombant la rivière Ancre, est tenue par la 26e division de réserve. Elle a été âprement disputée par les deux camps, mais les Allemands la tiennent encore fermement. Durant 2 jours, les Britanniques montent à l'assaut de ces positions, le bataillon de Tolkien prenant part à des incursions meurtrières. La bataille de la crête de Thiepval se termine par une victoire tactique pour les troupes britanniques, mais là encore, à un coût exorbitant. Après une poignée de jours de repos, le régiment de Tolkien doit bien vite revenir dans la zone de Thiepval, cette fois face à la tranchée Regina, tenue par l'infanterie de marine allemande. Le 10 octobre, Leslie Huxtable, adjoint de Tolkien mais également son ami, est enseveli sous l'effondrement de sa tranchée et reçoit des éclats d'obus à la jambe. Il survit, mais il doit être évacué à l'arrière, puis jusqu'en Angleterre. Le 13, le bataillon de Tolkien subit une attaque par obus au gaz de combat. À partir de la mi-octobre 1916, de fortes pluies, qui tournent parfois au gel, s'abattent sur les soldats. Le régiment de Tolkien a été réduit à seulement 400 hommes, soit des pertes de plus de la moitié de ses effectifs. Malgré tout, il monte en ligne pour participer à l'attaque sur la tranchée Regina. Comme tous ses camarades, Tolkien a donc été exposé pendant des semaines à des expériences sensorielles, physiques et émotionnelles bouleversantes. Il a parfois été dit qu'il aurait tout simplement créé ces histoires pour exorciser les traumatismes de la guerre. Il est vrai que les syndromes post-traumatiques sont monnaie courante chez les survivants de 14-18. Dans les combats de tranchées, les explosions et les bombardements, la terrible possibilité de sa propre mort devient
bien trop réel. Et à l'époque, ces blessures psychiques, elles sont encore mal comprises. Les anglo-saxons parlent de shell shock, les français d'obusite ou de commotion émotionnelle. Et surtout, la prise en charge des soldats atteints est quasiment inexistante. Cette lecture de l'œuvre de Tolkien voit souvent dans les orques sanguinaires du Seigneur des Anneaux une simple transposition des Allemands, ce que Tolkien a très clairement contesté. L'écriture vers la victoire des héros qui amène la possibilité de jours meilleurs serait une façon pour l'écrivain de déposer toute cette expérience sur le papier et de garder son équilibre mental. Mais autant le dire tout de suite, rien ne permet de justifier une analyse aussi simpliste de l'œuvre de Tolkien. Lui-même n'a pas donné de signe d'une éventuelle névrose traumatique. Tolkien d'ailleurs détestait la tendance à accorder de l'attention aux détails de la vie d'un auteur, car pour lui, au contraire d'éclairer son œuvre, cela en éloignait le lecteur. Surtout, son univers est bien trop riche, complexe et manifestement nourri d'inspirations multiples, tant sur le fond que sur la forme littéraire, pour être limité à ça. Bon, ni récit allégorique, ni écriture thérapeutique. Mais du coup, elles sont où les traces de la guerre dans les récits de Tolkien ? Lui-même a pourtant admis qu'un auteur était forcément affecté par les expériences qu'il a vécues, mais d'une manière un peu complexe. Le dimanche 22 octobre 1916, en s'éloignant du front en direction d'Auvillers, le 11e régiment de fusiliers du Lancashire auquel appartient Tolkien croise plusieurs chars d'assaut. Ce sont vraisemblablement quelques exemplaires du fameux Mark I, le premier char de l'armée britannique. Et je me trouve actuellement devant une maquette taille réelle, ce qui vous donne un peu une idée de l'échelle. Et ces chars, en fait, ils ont été utilisés pour la première fois le 15 septembre précédent à la bataille de Flers. Ces machines blindées, rares et nouvelles, excitent la fascination de tous les soldats. Malgré leur performance très décevante au combat, à cause de leur lenteur et de leur tendance à tomber en panne, ces land ships, c'est-à-dire vaisseaux terrestres comme les Britanniques les appellent, sont impressionnants. Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir de vrais effets sur le moral de l'ennemi qui les craint. Peut-être que ces chars ont frappé l'imagination de Tolkien. Le premier récit qu'il écrit à son retour de France s'intitule « La chute de Gondolin ». Il y pose clairement le thème de l'affrontement entre le bien et le mal. L'histoire raconte le siège sanglant et la prise de la cité elfique de Gondolin par les armées maléfiques du seigneur Melkor. Parmi les troupes de celui-ci, on voit apparaître, je cite, des bêtes semblables à des serpents et des dragons d'une puissance irrésistible. Dans les descriptions de Tolkien, elles arrosent la plaine et la cité de Gondolin de feu et de mort. Le plus intéressant, c'est que ces créatures, créées à la fois par des forgerons et des sorciers, brouillent complètement la frontière entre le vivant et la machine. Certaines, qui semblent faites de fer, ont un corps creux qui génère un fracas métallique. Plusieurs chercheurs ont vu ici l'inspiration directe des chars d'assaut de la Somme. Surtout qu'à l'époque, les chars évoquaient justement souvent des monstres à ceux qui les voyaient. Dans le récit, Tolkien décrit aussi longuement les combats pour la prise de la ville. On sent donc là clairement que c'est un Tolkien récemment sorti du fracas de la guerre qui écrit ce récit charnière dans son œuvre. L'épisode de la chute de Gondolin prendra plus tard une grande place dans l'histoire de la Terre appelée Beleriand, qui constitue un pan très important de la mythologie présentée dans le Silmarillion. Le Silmarillion, c'est un ensemble de textes narrant des événements dans le même univers que ceux du Seigneur des Anneaux, mais bien plus anciens. C'est là qu'on découvre le dieu créateur dont j'ai déjà parlé, et l'histoire des différents peuples elfes. Il constitue le grand œuvre de Tolkien, qu'il n'arrivera pas à achever de son vivant, mais qui sera en partie publié plus tard, grâce au travail acharné de son fils Christopher Tolkien. Mais revenons-en à la Somme. Toujours dans le domaine du matériel de guerre, on peut noter dans Le Seigneur des Anneaux que lors de la bataille de Fort-le-Corps, les forces du mage Saruman utilisent un certain feu d'Ortanque pour faire une brèche dans les murailles. Certains ont pensé que cela pourrait peut-être être une référence aux lance-flammes qui sont apparus en 14-18, mais rien dans le récit ne justifie cela. Les lance-flammes n'ont pas la capacité d'abattre des murs, et Tolkien parle bien plus vraisemblablement d'une explosion lorsqu'il évoque ce fracas et cet éclair de flamme. S'il faut y voir une inspiration issue de son passage au front, c'est donc plutôt celle des mines. Les mines, ce sont des galeries qu'on creuse discrètement sous les positions ennemies pour y placer une charge explosive et les faire sauter par surprise. D'ailleurs, le personnage d'Aragorn dit à ce moment-là que l'ennemi a allumé ce feu, je cite, « sous nos pieds ». Les Britanniques utilisent en 1916 plusieurs fois ce procédé déjà ancien, laissant dans le paysage déjà ravagé de la Somme de gigantesques cratères qui sont encore visibles aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les seules fois que l'expérience de guerre de Tolkien est visible dans son œuvre.
On la retrouve également dans le personnage du hobbit Sam Gamgee, qui joue un rôle très important dans l'intrigue du Seigneur des Anneaux. Il accompagne le porteur de l'anneau, Frodon, jusqu'au bout de sa quête en le sauvant plusieurs fois. Tolkien a en effet lui-même expliqué que le personnage est en fait directement calqué sur les soldats britanniques, et surtout sur les ordonnances, ces soldats attachés à des officiers qu'il a côtoyés durant sa présence au front. Il a d'ailleurs écrit qu'il les considérait comme supérieurs à lui-même. Tolkien a également admis dans une lettre de 1960 que certains lieux que doivent traverser Frodon et Sam avaient en partie été inspirés par les champs de bataille qu'il avait vus en France. En l'occurrence, les Marais des Morts et les abords de la Morannon. Les Marais des Morts, plutôt Marais Morts, Dead Marshes dans la version anglaise, sont une sinistre étendue marécageuse gorgée de cadavres à cause des batailles qui ont eu lieu à proximité. Les feux follets de ces marais, dangereusement fascinants, semblent vouloir perdre les personnages dans ces étangs morbides et tourbeux. À proximité, la Morannon, dont le nom signifie porte noire, garde l'accès nord du pays de Mordor, domaine de Sauron. Si Tolkien indique que ces lieux doivent moins à la Somme qu'à d'autres inspirations littéraires, même lui ne peut nier le parallèle avec l'affreux décor de la guerre des tranchées. Il est donc clair que la bataille de la Somme s'insinue par-ci par-là dans les histoires de la Terre du Milieu. Mais si Tolkien a eu le loisir d'écrire la chute de Gondolin et ses autres récits, c'est bien qu'il a pu rentrer en Angleterre. Dès le 25 octobre, Tolkien se sent malade et fiévreux. Il ne se signale pas tout de suite souffrant, mais les symptômes deviennent vite intenables. Le jeune écrivain a en fait contracté la fièvre des tranchées, une infection bactérienne transmise par les hordes de poux qui pullulent dans les armées. Les malades, en plus de la fièvre, souffrent souvent d'éruptions cutanées, de douleurs, de migraines et d'une faiblesse généralisée. Les médecins militaires de l'époque comprennent mal l'origine de l'infection et sont un peu démunis. Le seul remède est donc alors d'attendre, en espérant que ça passe. Pour Tolkien, ça signifie qu'il doit quitter le front. Le 28 octobre 1916, il est transféré à Gézincourt, dans un château transformé en hôpital pour officiers. C'est d'ailleurs devant ce château que je me trouve aujourd'hui. Ensuite, il est envoyé au Touquet, mais comme son état ne s'améliore pas, il est envoyé au Havre. Le 8 novembre, il embarque sur un paquebot hôpital avec tous les blessés qui peuvent rentrer en Angleterre. Dès le 9, il est à Birmingham, où il retrouve sa femme Edith. Tolkien ne le sait pas encore, mais pour lui, c'est la fin des combats de la Somme. En décembre 1916, une commission médicale militaire décide de lui accorder encore quelques semaines de repos. Mais c'est contrebalancé par la terrible nouvelle de la mort de son ami Geoffrey Smith, emporté par une gangrène gazeuse à la suite de blessures par éclat d'obus. Tolkien, pendant cette longue hospitalisation, peut se remettre à écrire. Il délaisse de plus en plus la poésie pour la prose, et peu à peu, il va développer des parties de son univers qui finiront par être reliées entre elles. En 1917, il quitte l'hôpital, mais il est obligé d'y retourner quelques mois après, car la fièvre le frappe de nouveau. Toujours malade, il est ensuite affecté dans une unité de défense et de surveillance côtière en Angleterre. Après être passé près d'être renvoyé en France en août 1918, Tolkien est encore déclaré inapte pour plusieurs mois. Cet ultime répit lui permet finalement de survivre à la guerre, car celle-ci prend fin le 11 novembre 1918. Ce jour est celui de la signature de l'armistice tant attendu, qui reconnaît de fait la victoire des Alliés. Pour Tolkien et sa famille, c'est le soulagement, d'autant plus que le couple Tolkien a eu entre-temps son premier enfant, John Tolkien, le 16 novembre 1917. Quelques proto-dragons, quelques paysages et le tempérament combatif et authentique d'un Sam Gamgee, et ce serait là toute l'influence de 14-18 sur l'œuvre de Tolkien ? En fait, il y a bien plus de choses. Après tout, le récit du Seigneur des Anneaux est celui d'une guerre, appelée Guerre de l'Anneau, et c'est donc l'occasion de mettre en scène des éléments bien particuliers. Par exemple, Tolkien évoque les civils en fuite, les amitiés fortes qui permettent de tenir émotionnellement lors du conflit, mais également la menace insidieuse du désespoir que l'ennemi cherche à exploiter. Il met en scène les longues marches, le calme terrible avant la bataille, la tension de l'attente des actions de l'ennemi, le basculement soudain dans une situation de danger absolu, la douleur de la perte. Après la guerre, le personnage de Frodon nous donne à voir le désenchantement du vétéran qui rentre chez lui, dans l'indifférence générale, alors qu'il a terriblement payé de sa personne pour le bien commun. De même, son état dans les années qui suivent, où il semble parfois être l'ombre de lui-même alors qu'il est en sécurité dans sa comté bien-aimée, eh bien c'est très évocateur des névroses traumatiques dont nous avons déjà parlé. Tous ces éléments qui apparaissent dans l'histoire montrent une véritable attention à ce qu'est la réalité d'une guerre. Et bien entendu, la plume de Tolkien, c'est celle d'un homme qui a connu cette réalité.
L'écrivain et ami proche de Tolkien, C.S. Lewis, a analysé tout cela en affirmant que la guerre de l'anneau offrait une image réaliste du caractère de la guerre que leur génération avait vécue. Ces petites touches nous font réaliser qu'en fait, l'expérience de la guerre est finalement partout dans Le Seigneur des Anneaux. Tolkien ne transpose pas maladroitement des choses de sa propre guerre, il n'écrit jamais des mémoires déguisées en récits de fiction. Mais il injecte dans son histoire des éléments qui la rendent à la fois plus réaliste et plus frappante. Si le style de son récit choisit la filiation des anciens textes héroïques et épiques de la tradition médiévale qu'il aime tant, il en devient aussi tout à fait unique par ses ajouts qui nous touchent directement, nous, lecteurs contemporains. Cette combinaison est une marque de l'originalité de l'œuvre de Tolkien et l'ensemble est porteur d'une grande force évocatrice. Mais il y a encore plus important. Dans une interview accordée à la BBC en 1968, Tolkien déclare formellement la chose suivante. Toute histoire digne d'intérêt traite toujours d'une chose, la mort, et l'inévitabilité de la mort. Et là, tout à coup, il devient impossible de ne pas penser à la Première Guerre mondiale. Cette guerre totale qui a implacablement fait disparaître les combattants par centaines de milliers. C'est toute une génération qui s'est retrouvée fauchée par ces événements dramatiques. La guerre de 14-18, pour un jeune homme dans la vingtaine, qu'est-ce que c'est sinon être brutalement confronté à l'inévitabilité de la mort? En 1918, lorsque les armes se taisent sur le front de l'Ouest, tous les amis de Tolkien du Tea Club and Barrovian Society sont morts, à l'exception de Christopher Wiseman. C'est sans doute bien là qu'il faut voir une trace majeure de la Première Guerre mondiale dans l'univers tolkienien. L'omniprésence de la mort, de la question de la mort. Car oui, c'est en fait le grand thème qui imprègne ces récits. Dans Le Seigneur des Anneaux, plusieurs protagonistes rencontrent une mort violente, comme le mage Gandalf chutant dans l'abîme de la Moria, Denethor, l'intendant du Gondor qui se suicide par le feu, ou le roi Théoden qui meurt au combat. Ces morts donnent parfois lieu à des funérailles qui sont décrites dans le texte. Les signes de la mort jalonnent aussi le parcours des personnages, comme la tombe du nain Balin ou la barque funéraire du Gondorien Boromir. Mais parfois, elle est évoquée de façon moins explicite. La mer, par exemple, est associée chez Tolkien à la notion de mort. Les armées de Sauron sont parfois décrites comme une mer grossissante, et Tolkien va jusqu'à employer l'expression « flot de la mort ». La fascination des elfes immortels pour la mer, quand ils ne l'ont jamais vue, peut se mettre en parallèle avec celle pour la mort, qu'ils ne connaissent pas non plus. Dans Le Seigneur des Anneaux, Galadriel, une elfe de haute lignée et dame de la forêt de Lorien, met d'ailleurs en garde l'elfe Legolas contre la mer. La question de la mort apparaît donc comme récurrente. On pourrait d'ailleurs aussi évoquer, parmi les nombreux récits mythiques imaginés par Tolkien, sa version de l'Atlantide, la puissante nation de Numénor. Celle-ci, corrompue sournoisement par le malfaisant Sauron, finit tout simplement par refuser l'idée de la mort, croyant mériter l'immortalité. Les Numénoréens, alors clairement décrits comme décadents, défient les puissances divines dans cette quête aussi vaine qu'illusoire. Et pour cela, leur civilisation est engloutie sous les flots, car on n'échappe pas à la mort selon son bon plaisir. Tolkien évoque systématiquement la souffrance et le sentiment d'injustice face à la mort. Le roi Théoden affirme « Les jeunes périssent et les vieux s'attardent dans leur dessèchement ». Une telle phrase renvoie très clairement à la vision désespérante d'une société telle qu'elle apparaît lors d'une grande guerre. La résistance, qui s'organise face à la menace du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux, semble alors aussi être celle de la vie contre la mort. Et dans ce grand récit initiatique, l'initiation vient très justement d'une confrontation à la mort. Les personnages, bien souvent, approchent la mort pour devenir autre chose. Lorsqu'il est blessé par un poignard maudit, Frodon manque d'être transformé en spectre, et plus tard dans le récit, les héros Frodon et Sam s'éloignent symboliquement des terres des vivants, en Mordor. Il y a aussi le futur roi Aragorn, qui passe par les chemins des morts. Également, le hobbit Merry et la guerrière du Rohan Éowyn sont frappés d'un sommeil froid et léthargique évoquant la mort, après avoir combattu le roi sorcier d'Angmar, chef des Nazgûl. Enfin, citons le capitaine du Gondor Faramir, grièvement blessé et inanimé, qui est emmené au tombeau par son père Denethor, devenu fou de chagrin. De telles aventures, surtout dans un contexte guerrier, sont très évocatrices. Les survivants de guerre, après avoir côtoyé et frôlé la mort, en reviennent toujours transformés par cette expérience glaçante.
Notre enquête sur les traces de Tolkien dans la Somme nous a permis d'éclairer la démarche de création de l'écrivain. Elle nous a révélé une vision du monde et des enjeux de la vie profondément façonnés par une certaine expérience de la finitude de l'existence. Cette question de la mort s'est infusée au fil du temps dans toute l'œuvre et le légendaire de Tolkien. La Première Guerre mondiale n'est sans doute pas la seule chose qui a inspiré Tolkien là-dessus. Son éducation très marquée par la religiosité chrétienne a aussi pu jouer un rôle. D'ailleurs, l'univers de Tolkien, si riche, s'est nourri d'influences très diverses issues des passions littéraires de l'auteur. Notre écrivain s'est abreuvé de littérature vieille anglaise, et même moderne, et bien sûr aussi des mythes grecs, celtes, germaniques, slaves et finlandais. Il était imprégné de l'ambiance et des modes de narration des textes anciens. Mais la marque de la Somme se fait sentir. Cette expérience, il n'a absolument pas choisi de l'occulter. Tolkien n'a pas nié la centralité de la mort dans ses ouvrages, mais bien au contraire, il a décidé de lui redonner du sens. Son vécu l'a plus que jamais incité à écrire à contre-courant, à refuser d'abandonner, comme ses contemporains, toute forme d'héroïsme et de poésie en littérature. Et en même temps, la guerre l'a marqué d'une façon qui transparaît clairement pour qui sait regarder. Elle transparaît non pas par des évocations et des transpositions directes qui auraient l'air grossières, mais de façon plus subtile, en donnant un ton bien particulier à différents épisodes de ses récits. En contribuant finalement à toute l'atmosphère qui se dégage de sa mythologie. Une atmosphère qui marque une des plus grandes œuvres littéraires de tous les temps.